Bonjour, Bonjour à Antoine. tous. Bonjour, bonjour. Hop. Alors, maintenant on va commencer. Bienvenue à tous, déjà. Alors, dans ce webinaire organisé par Boomsai, on va se plonger dans le domaine de la data, et plus particulièrement dans celui du MLOps. Mais avant, on va faire quelques présentations. Je m'appelle Ryan, je suis data engineer de formation et je travaille en tant que consultant data chez Boomsai. Mais pour faire cette présentation, je serai accompagné d'un de mes collègues. Antoine. Donc, je me présente, je suis Antoine, Data et ML Engineer au sein de Boomsai. Alors, ensemble, aujourd'hui, on va explorer le MLOps. On va explorer comment il peut propulser vos projets d'intelligence artificielle vers de nouveaux sommets. En gros, comment booster votre IA avec le MLOps. Alors, la présentation se divise comme ceci. Dans un premier temps, on va voir ce qu'est le MLOps, comment il s'intègre aujourd'hui dans nos projets. Ensuite, on verra ses avantages, qu'est-ce qu'on peut attendre de celui-ci, avant de voir comment ça prend place, avec la présentation d'une architecture conceptuelle et un panorama des outils qu'on y trouve. On enchaînera d'ailleurs avec certainement ce que vous attendez tous, enfin la plupart, un cas concret vécu par nos équipes, un retour d'expérience sur la mise en place du MLOps chez un client. Alors, commençons sur un petit constat sur l'IA aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, plutôt hier. En 2022, il y a eu 136 milliards de dollars investis. Avec 36%, l'Amérique du Nord reste le premier acteur et le premier investisseur du domaine. On remarque que les investissements d'année en année sont exponentiels. Et ça, c'est pas prêt de changer, en tout cas selon Forbes. Selon eux, l'année 2022 est une année charnière qui a vu l'IA littéralement exploser et l'a fait découvrir au grand public, avec la sortie d'outils tels que ChatGPT ou Midjourney. La même année, une enquête effectuée par Forrester sur la data rapporte que 73% des entreprises ayant un service data et analytics développaient une solution qui utilisait de l'intelligence artificielle. La même enquête, d'ailleurs, rapporte que 74% des décideurs considèrent que l'utilisation de l'IA a un impact positif sur les résultats de productivité de leur entreprise. Alors, c'est seulement une enquête de Gartner qui vient un peu nuancer notre propos. En effet, celle-là rapporte que seulement, en tout cas hier, en 2022, 54% des projets d'intelligence artificielle passaient de l'expérimentation à la phase de production. Le reste des projets est mis à la corbeille simplement ou dans un état végétatif prolongé, en état de pause indéfini. Alors, pour limiter ce phénomène et faciliter le passage à la production, on vous propose la mise en place du MLOps. Mais qu'est-ce que c'est le MLOps? Alors, selon Boomsai, le MLOps, c'est un ensemble de pratiques intégrant les principes du DevOps, mais adaptés au projet de machine learning. D'ailleurs, on voit bien le nom. MLOps, même si bon, le dev a un petit peu disparu au milieu. Mais on se base toujours sur ces trois piliers. Les piliers du machine learning, avec la création, la validation et la consommation des modèles, mais le tout intégré dans des processus reproductibles, facilement automatisables, facilement déployables et automatisables. Hérité des pratiques de développement un peu plus classiques. Et bien sûr, le tout monitoré avec une partie opérationnelle, car on vise en vrai la livraison continue. Mais quel est le but? On veut assurer une gestion efficace du développement, du déploiement et de la maintenance. Oui, mais on cherche aussi à favoriser l'innovation. On cherche à favoriser l'innovation sans impacter notre fiabilité, la fiabilité du développement. Alors, mais c'était comment avant le MLOps? Alors, bien sûr, on ne va pas faire de généralité, on cite simplement quelques soucis qui pouvaient apparaître. Alors, il y avait peu ou pas d'automatisation des processus. Ça faisait des efforts massifs pour une répétition de tâches manuelles. On avait un monitoring qui n'était pas toujours présent ou mis en place, ce qui peut causer un manque d'anticipation, avec des nombreuses phases évitables. On avait toujours un manque de monitoring, et cette fois-ci des modèles, qui pouvaient laisser des performances de ceux-ci se dégrader dans le temps, et ça sans forcément avoir une notification. Alors, on avait des stacks techniques qui pouvaient être vieillissantes, car peut-être trop difficiles à changer, ou laissant une dette technique un petit peu s'accumuler. Un passage en production nécessitant des réécritures, car l'environnement de dev et celui de prod n'est pas forcément le même, et donc n'utilise pas les mêmes outils, même n'était pas géré par les mêmes équipes.
D'ailleurs, en parlant d'équipe, on pourra aussi citer une potentielle collaboration difficile entre ces différentes équipes, car ne pas travailler sur les mêmes outils veut dire qu'on ne parle pas forcément le même langage. Alors, passons maintenant à ce que peut nous apporter ce MLOps. On va voir les gains concrets, qu'est-ce qu'on peut en attendre et comment ça s'illustre un petit peu dans les faits. Alors, on peut attendre, bien sûr, un passage en production facilité, qui va nous donner un time to market plus bas grâce à l'automatisation. Un temps entre le développement d'un projet et sa mise en production plus faible. On libère donc du temps aux équipes et ce temps pourrait être mis à profit sur d'autres projets. Au final, on mettra plus de projets en production pour un même temps donné. Avec un monitoring bien ficelé, on va pouvoir anticiper les problèmes, ces problèmes techniques, et faire des ajustements pour garder des modèles en production plus pertinents dans le temps. Le monitoring nous permettra aussi de réduire les coûts de maintenance en anticipant les pannes, les disques pleins, les ressources exploitées, un petit peu tout ça. L'automatisation, quant à elle, elle va réduire tout simplement l'erreur humaine au maximum. On aura une meilleure gestion de nos risques. Maintenant, on va se demander un petit peu comment est-ce qu'on arrive à tout ça. Alors, on commence bien évidemment par l'automatisation. Ça accélère nos processus de déploiement. Avec l'automatisation, par exemple, on peut faire de la recherche de paramètres d'un modèle, et ça de manière automatique. Aussi, avec des pipelines bien faites, on élimine au maximum l'erreur humaine, comme je l'ai dit juste avant. On aura aussi l'automatisation de notre feedback loop, avec une feedback loop pour réentraîner des modèles, avec une détection de drift, par exemple. D'ailleurs, la feedback loop, c'est une part essentielle de notre Big Brother qui nous avertit en cas d'anomalie, avec le couple monitoring et alerting. Excusez-moi. Ça va nous permettre d'anticiper des baisses de performance et de nous avertir au plus vite en cas de panne. Bien sûr, le MLOps tend à rassembler les pratiques de déploiement et de développement vers les mêmes outils, du coup, pour avoir une gestion un peu plus centralisée, notamment au niveau du monitoring et de l'alerting. Ce qui facilite aussi les échanges entre les différents métiers de la data. On cherche une vraie synergie entre nos équipes pour avoir une collaboration facilitée et tout simplement profitable. Alors, avec une réutilisation des travaux déjà faits aussi. Pourquoi perdre du temps à réinventer la roue alors qu'on pourrait utiliser celle du voisin? C'est quand même bien plus pratique. Du coup, dans un contexte agile, avec des pipelines assez génériques, on peut faire des briques de base réutilisables, ce qui accélérerait le développement de tous les projets. Et bien sûr aussi avec une historisation des logs essentielle qui permet des audits, des résolutions de problèmes qui sont ayant déjà survenus et des analyses post-mortem, justement, pour éviter de rencontrer à nouveau les mêmes bugs. Je vais donc maintenant laisser Antoine vous faire une présentation d'une architecture conceptuelle. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous apporter des éléments de réponse sur la question comment implémenter le MLOps et quelle architecture adopter. Donc, ce que l'on va voir ici, ce sont avant tout des architectures conceptuelles, indépendantes de toute techno en particulier, à différents stades de maturité. Ces architectures-là, elles servent d'exemple, elles sont à adapter en fonction de ses besoins. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de figé, mais comme quelque chose au contraire qui peut être assez flexible. Donc tout démarre du postulat de départ, donc le niveau 0, pas de MLOps. On peut voir ici qu'on a un workflow de machine learning qui est entièrement manuel, avec une étape d'exploration de données, préparation des données, entraînement, évaluation des performances et validation qui sont faites à la main. Le déploiement également du service de prédiction se fait manuellement. Donc déjà, ce que l'on peut voir là, c'est que l'on n'a pas d'historique ni de traçabilité dans l'ensemble de notre chaîne, ce qui est très embêtant lorsque l'on a des audits à faire en cas d'incident, par exemple. Et on voit ici aussi également que le déploiement du service est manuel, donc une intervention humaine importante est requise en cas de mise à jour. Et une fois notre service passé en production, on a peu, voire pas de visibilité sur celui-ci. Donc concrètement, ça veut dire qu'on ne sait pas est-ce qu'il marche bien ou pas. Donc voilà, à partir de ce constat, on voit tout de suite qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Ce qui nous amène au niveau 1,
à l'architecture conceptuelle de base, ce que l'on considère comme le début du MLOps, si on peut dire ça comme ça. Alors, ça consiste en l'intégration principale de deux outils. Un outil d'historisation des expériences, ou Experiment Tracker, je pense que ça parle sans doute à certains, et un outil d'orchestration. Donc, le but de ces deux outils-là, c'est quoi? C'est de suivre et manager l'ensemble des essais et des exécutions, d'avoir des processus qui sont tracés et reproductibles, justement pour faciliter l'audit en cas d'incident. Et tout ça, ces deux étapes précédentes, eh bien, permettent tout simplement de réduire le risque d'erreur humaine. Et on peut voir que, eh bien, grâce à ces deux outils, on est capable de produire des modèles de manière plus fiable et plus efficace. Donc, on va avoir besoin de les stocker et de gérer leurs versions, un petit peu comme on gérerait des versions de code, par exemple, avec des outils de type Git. Donc, on introduit un registre de modèles. Voilà, pour les organiser tout simplement. En dernier, on peut voir que le déploiement ici est toujours manuel, mais n'est plus aveugle. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire que le suivi du comportement dans le temps est possible grâce à des outils de surveillance. Typiquement, si on prend le cas d'un LLM, alors les LLM, c'est les Large Language Models, style ChatGPT par exemple, eh bien, on peut surveiller les générations pour voir justement si notre modèle ne dévie pas vers des thématiques inappropriées. C'est quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler. Voilà, donc on voit qu'on a déjà quelque chose d'assez solide, mais il est possible d'aller encore plus loin et de continuer à pousser cet aspect automatisation à travers une architecture un petit peu plus avancée, où ici, le gros point à retenir, c'est qu'on introduit une boucle de feedback ou boucle de retour qui vise à fluidifier, voire automatiser le processus d'amélioration itérative dans nos projets ML. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler, enfin, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des méthodes agiles dans les projets informatiques. Eh bien, dans les projets machine learning, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que l'on veut justement pouvoir améliorer notre projet, rajouter des features, améliorer nos modèles, etc., de manière itérative et, si possible, vu qu'on fait du MLOps, d'automatiser ce processus-là en grande partie. Donc ça passe par quoi? Ça passe par un gestionnaire de services pour manager les services déployés. Donc ça ouvre la porte à de l'A/B testing, au fait de pouvoir rollback nos services déployés à une version antérieure si on remarque qu'en production, ils ont un problème. Par exemple, notre modèle ne se comporte pas comme prévu. On introduit également ce que l'on appelle un magasin de features ou feature store. Je ne sais pas si ce mot vous parle. C'est tout simplement une base de données qui contient les données pré-nettoyées et pré-calculées issues de l'étape de préparation de données et utilisables directement par ou pour les modèles. Alors, c'est quoi l'intérêt de tout ça? C'est de pouvoir offrir une surveillance avancée de l'ensemble de notre chaîne, notamment une surveillance de la donnée à travers la détection de drift, par exemple. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on est en mesure de savoir tout de suite qu'est-ce qui rentre dans notre modèle. On a également un suivi de performance avancée du modèle grâce à ça, puisque, encore une fois, on sait ce qui rentre, on sait ce qu'il y a en entrée juste avant l'entraînement. Donc, on peut suivre ça de manière très, très précise. Deuxième point, cette architecture-là permet de renforcer l'aspect reproductibilité à travers des déploiements en grande partie automatiques. Et on introduit l'aspect collaboration inter-équipe à travers le hub de modèles. Et c'est un gain d'efficacité assez important sur la partie organisation, car on réduit la redondance de tâches et indirectement on réduit les silos et surtout on réutilise l'existant. Voilà. Donc ensuite, voilà.
Pour la partie architecture conceptuelle avancée, donc maintenant, on peut passer au panorama du MLOps. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'outils liés au MLOps, des centaines. Ce que l'on a ici, c'est une liste non exhaustive. Il en existe d'autres, hein, et il en existera d'autres, car le domaine est très jeune et très dynamique. Et notre rôle là-dedans, c'est d'apporter notre expertise dans le choix de ceux-ci. Et c'est vraiment ça ce qui est le plus important, c'est choisir les bons outils qui répondent aux bons besoins. Donc on peut voir que l'on a soit des outils de type studio, qui couvrent un maximum de besoins, tels que Dataiku ou Databricks, mais on a également des outils qui répondent à une problématique précise, comme par exemple l'orchestration ou l'historisation, c'est-à-dire l'experiment tracking, dont notamment dans le lot, des outils open source tels que Kubeflow, MLflow ou Spark, par exemple. Voilà, donc ce que l'on va faire maintenant, c'est vous présenter quelques-uns de ces outils en particulier à travers un Rex. Voilà. Et désolé pour les petits soucis de caméra, je ne sais pas, c'est l'effet live. Alors, donc, voilà, donc ce Rex, il a consisté en quoi? Il a consisté en la mise en place, comme l'a dit Ryan précédemment, du MLOps auprès d'un client du secteur bancaire. Alors, tout d'abord, commençons par le contexte. Le contexte de départ chez ce client, c'est 20 projets en développement, 4 projets en production et de 100 à 150 géos de volume de données. On était sur un workflow manuel à base de notebook et d'API simples, en fait le niveau 0 dont on parlait précédemment. Et à partir de tout ça, on a identifié les problématiques suivantes. Donc, des problèmes de mise à l'échelle, avec la difficulté de déployer pour un grand nombre d'utilisateurs. Les projets restaient entre guillemets petits et ad hoc, notamment à cause de problématiques de silotage entre équipes. L'audit était difficile en cas d'incident, car rien n'était tracé. Et on avait une redondance assez importante des développements. Et il y avait souvent besoin de réécrire le code, notamment à cause de ces silos, ce qui avait pour conséquence tout simplement des retards de livraison. Donc voilà, à partir de ce constat, nous avions fixé un objectif. C'était un objectif de transformation avant tout, c'est-à-dire passer d'un workflow de niveau 0, donc une chaîne manuelle, à une approche MLOps robuste, donc à la fois pour le client, à la fois sur l'aspect organisation, comme sur l'aspect des outils utilisés. Et donc, nous avons travaillé aussi sur la mise en place de la plateforme associée. Alors, de manière plus concrète, chez ce client, quelles ont été les améliorations apportées? Donc, premièrement, un changement complet d'outils et une migration des outils / plateformes utilisés vers Dataiku, qui est un outil de type studio qui couvre les besoins complets du développement machine learning. Ensuite, en deuxième, nous avons mis en place des chaînes de CI/CD dans le workflow de machine learning. À l'aide de Dataiku, la chaîne de traitement est automatisée et testée. Et le déploiement, les déploiements / tests sont en grande partie automatisés pour les modèles et complètement automatiques pour le code via les fonctionnalités proposées par GitLab avec GitLab CI. Ensuite, en troisième, nous avons mis en place des outils de surveillance, car, comme on disait précédemment, c'est extrêmement important de savoir ce qui se passe dans nos chaînes de traitement. Donc, sur le plan data science, c'est passé par l'utilisation des fonctionnalités de Dataiku avec des dashboards de métriques et de KPI pour monitorer les modèles. Et sur le plan un petit peu plus système / infra, eh bien, c'est passé par l'utilisation de la suite ELK, la suite élastique, si ça parle à certains, et de Grafana pour la récupération de logs système et applicatifs, ainsi que la surveillance de l'infra sous-jacente. Parce que c'est bien d'avoir des modèles qui
qui fonctionne bien. Mais si les machines et ce qui fait tourner ces modèles ne fonctionnent pas, eh bien, ça ne sert à rien, tout simplement. Ensuite, ça rejoint un petit peu le point précédent, mais nous avons mis en place un système d'alerting. Ça a permis notamment d'être notifié par email et potentiellement de prévenir les services d'astreinte en cas d'incident et de réagir rapidement. Par exemple, sur le plan, un exemple un petit peu plus concret sur le plan infra, c'est qu'on a mis des alertes qui nous permettent d'anticiper des saturations de mémoire qui engendreraient des défaillances au niveau de nos services de prédiction. Ensuite, pour finir, le dernier point, ça a été la mise en place d'une solution résiliente, parce que oui, tous les points précédents, en fait, il serait presque inutile si la plateforme MLOps n'était pas fiable. C'est pour ça que nous avons développé des solutions de résilience qui permettent aux services et à la plateforme de rester disponibles en cas de défaillance. Donc, en gros, l'ensemble des chaînes de traitement et tout ce qui supporte les workflows de machine learning ne tombe pas lorsqu'il y a un problème côté plateforme, tout simplement. Alors, c'est passé par notamment le fait de découpler les étapes de traitement dans les chaînes de machine learning. Donc ça, c'est côté data science. Mais c'est passé également par le fait de mettre en place de la redondance au sein de la plateforme en implémentant, par exemple, des systèmes de secours qui prennent le relais lorsqu'il y a un problème sur la plateforme. Voilà, donc pour mettre tout ça en place, il a fallu environ 3 mois de développement à temps plein, ainsi que 2 ingénieurs MLOps supplémentaires. Voilà, donc maintenant que l'on a vu qu'est-ce que l'on a fait chez ce client, eh bien, on peut se poser la question, qu'en est-il de l'après, ou plutôt, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? Eh bien, on constate que nous sommes passés de 4 à 47 projets en production, notamment grâce à l'amélioration de l'efficacité dans la mise en production, ce qui permet de lancer les projets plus vite, en fait, d'être plus confiant dans leur lancement. 33 nouveaux projets ont pu être lancés. Le time to market global a grandement été réduit et dans l'ensemble, la fiabilité et l'évolutivité des services de machine learning s'est grandement améliorée. Pourquoi? Parce que l'ensemble des équipes data science travaillent sur un outil commun, dans un environnement unifié, et on n'a plus ces problèmes d'équipes qui ne parlent pas le même langage, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, pour résumer rapidement, au sein de chez ce client, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place une plateforme MLOps unifiée qui a permis à toutes les équipes data science de travailler sur un environnement commun. Donc en gros, on a réduit le silotage inter-équipe. On a poussé l'automatisation au maximum, que ce soit dans les workflows de machine learning comme dans le déploiement des services. On a mis en place de la surveillance au sein des chaînes de traitement et des chaînes d'entraînement de modèles afin de pouvoir repérer les problèmes au plus tôt et être proactif dans la résolution des incidents. Nous avons mis également en place une stack moderne qui permet des déploiements avancés afin de, par exemple, à pouvoir mettre en place de l'A/B testing. Les modèles, grâce à tout ça, les modèles sont plus robustes dans le temps. Et grâce au registre de modèles présent dans Dataiku, eh bien, on a pu réduire la redondance des travaux entre les différentes équipes et on a pu faire en sorte que voilà, une équipe B qui travaille sur des problématiques assez similaires à l'équipe A eh bien, puisse réutiliser assez facilement le travail, en tout cas une partie du travail de cette première équipe. Éviter de tout refaire à chaque fois, en quelque sorte. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment l'ensemble de ces points qui ont permis l'amélioration de la productivité. Et ils sont tous aussi importants les uns que les autres, même si, bien sûr, on n'a pas tout implémenté en même temps. Il faut vraiment traiter les sujets étape par étape, mais il ne faut pas omettre un de ces points, puisque c'est vraiment l'ensemble qui permet d'obtenir ce que l'on a aujourd'hui. Voilà, je rends la main à Ryan.
pour la conclusion. Merci Antoine. Alors, aujourd'hui, on a exploré le MLOps pour transformer ces projets IA, comment ça peut accélérer leur développement. On a vu ce que c'est, quels avantages il apporte, des implémentations possibles et un petit retour d'expérience. Alors, on peut se demander comment amener cette transformation dans nos équipes, dans vos équipes, comment faire adopter cette méthode MLOps dans votre SI. Comment la combiner aussi avec des nouveaux modèles, des modèles d'IA génératifs par exemple, comme ChatGPT, pour n'en citer qu'un. Alors, cette présentation est maintenant finie, mais on reste quand même à votre disposition pour prendre rendez-vous et échanger sur des cas d'usage en dehors de cette présentation. Ce sera avec plaisir. On va maintenant passer aux questions-réponses. Alors, on n'aura certainement pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais on y répondra quand même, on répondra aux autres, bien sûr, par écrit. Du coup, on vous invite quand même à laisser vos questions ici. Alors, quelle différence avec le DevOps? Eh bien, le MLOps, c'est tout simplement l'application des concepts du DevOps au projet de machine learning. C'est-à-dire que ça vise à apporter l'outillage du DevOps dans ces projets et à travailler sur une chaîne continue. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que on est en mesure d'appliquer les méthodologies de projet DevOps au projet de machine learning en ayant une livraison de modèles continus, des réentraînements de modèles continus, du monitoring, en fait, en ayant en quelque sorte une chaîne plus solide et plus auditable et reproductible dans nos projets ML. Donc, il faut voir ça comme à la fois une méthode de travail, une manière de s'organiser et un panel d'outils. Il y a vraiment les deux aspects à retenir. Tu peux expliquer simplement le rôle d'un orchestrateur, de quoi il s'agit? Alors, bien sûr. Un orchestrateur, ça permet, son rôle principal, ça serait, selon moi, de faciliter la gestion des tâches, la gestion d'organisation des tâches. Et ça de manière potentiellement automatique. Genre, on peut faire des actions sans intervention humaine, avec des triggers, que ce soit des triggers événementiels ou des triggers temporels. S'il y a un push sur un Git, alors on fait ça, alors on déclenche cette tâche-là, ou autre. Ou tout simplement, on pourra accélérer les développements. Par exemple, nous, notre orchestrateur, on utilise plein d'orchestrateurs différents selon les clients, bien sûr, mais les orchestrateurs, généralement, on les utilise aussi, nous, de notre côté, pour déployer des infrastructures. J'y pense, par exemple, avec des scripts Ansible, du coup, des tâches directement automatisées, et du coup, ça accélère notre développement et tout est bien administré comme ça, en fait. Ça sert à la gestion de tâches, faciliter la gestion, l'exécution de tâches. Voilà. Et pour compléter, des exemples, ce serait par exemple Airflow ou Prefect ou Dataiku pour les workflows de machine learning. Alors, on a une nouvelle question. Est-ce que la solution all-in-one a été un accélérateur? Eh bien, oui, ça a été un accélérateur. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que on a, pour la mise en place de cette plateforme MLOps, eh bien, grâce au fait que ce soit une solution all-in-one, eh bien, on a été amené à travailler sur la mise en place d'un seul outil et pas d'une multitude d'outils différents. Donc ça nous a permis justement d'avoir quelque chose d'assez rapidement en ligne, si on peut dire ça comme ça, quelque chose d'assez rapidement exploitable. Et ensuite, eh bien, cette solution-là, elle a également été un accélérateur par le fait que les équipes data science, eh bien, avaient tout simplement un seul outil à apprendre et à maîtriser et pas une multitude
ribambelle d'outils différents. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Et Je vais aussi s'il rajouter y a besoin de quelque plus de chose. détails, n'hésitez pas. Je vais aussi rajouter quelque chose. Dans l'exemple, enfin dans la règle qui a été présentée, la solution all-in-one a aussi été décidée car c'était une solution qui permettait du low slash no code. Et du coup, ça pouvait permettre à des nouvelles personnes d'arriver un petit peu de s'intéresser au MLOps et un petit peu au développement de l'intelligence, enfin, de projets qui intègrent de l'intelligence artificielle au métier, par exemple, les profils un peu plus métiers. Du coup, voilà. Hop. Ah. Comment est-ce que l'approche MLOps permet de gérer des versions de modèles ML? Alors, très bonne question, Stéphane. Tout simplement, ça nous permet, je sais, peut-être, ouais, non, on va pas revenir sur la presse, mais ça nous permet de gérer tout simplement des versions de modèles grâce, si le MLOps a été développé jusqu'à un certain niveau, avec un registre de modèles. Ce registre de modèles va pouvoir nous permettre de stocker nos modèles et de pouvoir les exposer ou non. Ça peut même nous permettre de faire d'autres choses avec de l'A/B testing s'il a été mis en place pour pouvoir tester différents modèles en même temps, enfin différentes versions de modèles en même temps, pour simplement avoir le meilleur modèle possible en temps réel. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Pour compléter un petit peu, il faut voir ça vraiment comme l'approche DevOps a permis de gérer les différentes versions d'une application, par exemple. Eh bien là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on fonctionne dans un cycle itératif d'amélioration continue de notre modèle. Et donc, vu qu'on améliore notre modèle, on a des nouvelles versions. Et effectivement, elles sont gérées par un registre de modèles. Mais en fait, vraiment, la nature même de l'approche MLOps fait que vu qu'on est dans des cycles itératifs d'amélioration, eh bien forcément, on a régulièrement des nouvelles versions et une amélioration continue. Alors, question de Valentin. Du coup, vous archivez également toutes les données qui servent à train un algo? Eh bien oui, elles sont archivées donc dans notre feature store, afin justement alors même si on ne s'en sert pas en permanence, eh bien ça nous permet déjà dans un premier temps, en cas d'audit, de voir s'il n'y a pas eu de problème au sein de la préparation de données. Tout simplement. Par exemple, si des transformations sur les features ont été bien faites, et puis ça nous permet aussi de voir, de pouvoir mener mettre en place des tests statistiques sur la donnée d'entrée, afin de voir si on n'a pas tout simplement une donnée qui a complètement changé globalement, ce qui voudrait dire que notre modèle n'est plus forcément très pertinent. Ok, merci. On va prendre encore une ou deux questions. Ensuite, on répondra au reste par écrit, par mail. Alors, on a une question de Zahir. Est-ce qu'on peut connecter DataIQ à Elasticsearch? Oui, tout à fait. DataIQ, pour le coup, a une solution, un connecteur natif à Elasticsearch. Du coup, c'est assez facile. Je ne sais pas s'il y a autre chose à développer dessus. Bon, hop, on va prendre une dernière question. Alors, comment traiter la scalabilité en production avec le MLOps? Eh bien, je dirais que pour cette question-là,
On la traite finalement un petit peu comme dans des déploiements applicatifs un peu plus classiques, c'est-à-dire que la scalabilité, elle passe avant tout par une infra scalable. Donc, par exemple, l'utilisation de Kubernetes pour pouvoir scaler les traitements et par exemple l'utilisation du cloud du cloud et des services serverless afin justement en cas de pic de demande, de pouvoir subvenir aux besoins. Alors ça, c'est pour la partie prédiction, mais c'est pareil pour la partie, pour les workflows d'entraînement de modèles, où là, eh bien, si on se retrouve avec une volumétrie de données très importante soudainement, eh bien, pareil, on s'appuie sur des outils soit serverless, soit des outils qui proposent du scaling de type Kubernetes. Merci Antoine. On va clore cette session questions-réponses ici. On va vous afficher maintenant un petit QR code parce que votre avis compte. Surtout, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous avez pensé des petites coquilles qu'il y a eu dans le live, avec l'effet live. Encore désolé pour ça. On vous invite aussi à nous dire quel prochain événement, si on fait un prochain événement, pour un prochain événement, de quoi vous aimeriez qu'il traite, ou même nous laisser vos questions par rapport à cette présentation. D'ailleurs, pour la présentation, on a vu des personnes qui avaient loupé un petit peu le début. Du coup, la présentation est enregistrée. Hein. Elle sera disponible en rediffusion. On vous remercie. Merci à vous.